Bonjour, chères auditrices et auditeurs du podcast Au cœur de l'art. Ici, c'est Gwenaëlle. Je voulais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité à laquelle vous avez désormais accès. Si vous aimez notre podcast et que vous avez envie d'entrer en contact avec nous pour nous envoyer des suggestions, des idées ou simplement faire des retours sur certains épisodes, vous pouvez le faire désormais très facilement depuis votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify par exemple. En allant dans la description de l'épisode, vous verrez une petite ligne tout en haut qui dit «Envoyez-nous un message». Eh bien, en cliquant là-dessus, vous allez avoir la possibilité de nous envoyer un message directement et ainsi nous pourrons être en contact avec vous et vous lire rapidement et puis en savoir plus sur vos attentes, vos problèmes, les sujets que vous aimeriez voir abordés. Alors n'hésitez pas, envoyez-nous un message. Et maintenant, je vous laisse découvrir le nouvel épisode. À très bientôt. Bonjour et bienvenue au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses à deux ou plus qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Sabina Pinzan. Et moi, Gwenaëlle Perron. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 36 ou 37. 37 et ça sera notre dernier épisode. Voilà. De l'année, mais aussi de cette longue aventure qu'on a vécue ensemble. On en parlera un peu plus à la fin de l'épisode. Et donc on va passer d'abord au sujet du jour, qui est comment évaluer son travail. Donc qu'est-ce qu'on entend par ça? Eh bien, évaluer son travail, il y a deux choses. On peut soit évaluer notre processus créatif, comment on crée, ou on peut aussi évaluer les œuvres quand on les a terminées. Et c'est important de prendre le temps, lorsqu'on est artiste, d'évaluer son propre travail, d'évaluer aussi peut-être le travail des autres, parce que cela aussi nous permet de comprendre les choses qui nous plaisent et pouvoir peut-être les intégrer dans ce qu'on fait. Donc on va discuter aujourd'hui comme ça des choses auxquelles il faut faire attention lorsqu'on évalue le travail. Et pour commencer, je pense il y a deux choses. Il y a une évaluation subjective qui peut être faite. Donc on regarde le travail qu'on fait et on peut se dire ok, celui-là il me plaît, c'est bon, je me sens prête ou prêt à le montrer au monde. Et puis après, il y a une évaluation objective qui est plus critique peut-être, où on va faire appel peut-être aux principes que l'on a appris et on va vérifier quand même que l'œuvre elle est cohérente, harmonieuse, qu'elle respecte en gros les principes de base de composition, de couleur et tout ça. On va peut-être en parler un peu plus en détail. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Non, pour moi, je trouve que l'évaluation d'une œuvre, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure en peignant, mais c'est quelque chose qui est très difficile au départ. Quand on commence à peindre, on n'a pas encore suffisamment d'expérience et on n'a pas cet œil critique qu'on acquiert au fur et à mesure et qui nous permet justement d'évaluer ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas dans ce qu'on a fait et aussi d'avoir cette alternance entre une phase créative, une phase d'évaluation. Une phase créative, une phase d'évaluation. Au début, on a tendance à faire les deux en même temps. Et du coup, ça peut être embêtant parce qu'on ne se laisse pas créer comme on a envie, parce qu'il y a tout de suite le gendarme là qui vient dire « Ah là là, mais c'est nul ce que tu fais, c'est moche, c'est des couleurs qui vont pas ensemble. » Voilà. Et du coup, c'est quelque chose qu'on apprend à faire sur le tas, je dirais, et avec l'expérience de changer de casquette comme ça et de s'autoriser à être créatif, et puis un peu plus tard, prendre un peu de distance et être dans l'évaluation. Et c'est un processus qui se fait tout au long de la création de l'œuvre, jusqu'à en arriver au point où on est satisfait, sachant que on peut très bien ne jamais être totalement satisfait. Oui, tout à fait. Parlons un peu peut-être de nos expériences pour commencer. Pour toi, ça se passe comment l'évaluation? Comment tu évalues ton propre travail? Alors, pour commencer, je dirais qu'au début, j'étais trop dans la création à tout prix. Et quand je commençais quelque chose, je voulais
le terminer rapidement en fait. Et ça me permettait pas ce travail de prise de distance. Et il est arrivé souvent que sur une peinture en cours, je continue à travailler pour me rendre compte que j'aurais dû m'arrêter et que j'avais abîmé en quelque sorte la spontanéité ou la beauté de certains traits ou certaines choses qui me plaisaient vraiment dans cette espèce d'obstination là à aller au bout en fait. Et ça c'est quelque chose que je vois souvent dans les personnes qui suivent mes cours. Au début on est vraiment tous comme ça. Je pense que toi t'as dû aussi traverser des moments comme ça. Oui, je suis encore un peu. Ouais, il faut vraiment se retenir en fait. Il faut vraiment. Et donc quelquefois. Je me le dis à moi-même et je le dis aux autres aussi, s'arrêter là, quoi. S'arrêter à un moment. Alors, ce moment, on peut le détecter, je trouve, à un moment où on est devant sa toile, on a envie de continuer, mais on sait plus quoi faire, en fait. Voilà, et je pense que là, il faut arrêter et se laisser du temps. Laisser reposer, quelquefois quelques heures suffisent, quelquefois quelques jours. Mais quand on arrive, on se dit qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est là qu'on se met à faire n'importe quoi. Tout à fait. Ouais. Et donc il faut apprendre à repérer ce moment-là où le désir créatif il est toujours là, mais on a plus d'idées, on a suffisamment tourné dans ce qu'on est en train de faire. Ouais. Oui, je pense que tu as touché un point important, c'est la notion du temps. Ouais. Parce que la même œuvre, on peut l'analyser, on peut l'évaluer tout au long du processus. Et justement, dans ces moments où on bloque un peu, on peut très bien aller faire une pause de 5 minutes, y revenir et l'évaluer. Mais ce qu'on va évaluer aujourd'hui va peut-être pas ça va pas donner les mêmes résultats que si on évalue la même œuvre dans 5 jours, dans 2 semaines. Ouais. C'est aussi notre perception. Quand on est dedans, on est un peu pris par cette œuvre. On est en train de déverser un peu tout ce qu'on a dedans. Et l'évaluation, elle manque un peu de distance. Ouais, c'est ça. Du coup, on est vraiment plus dans le subjectif et on n'arrive pas à prendre suffisamment de recul pour voir même des choses qui peuvent être très évidentes. Tu vois, quand par exemple tu as placé ton sujet principal en plein milieu de la toile, tu t'acharnes un peu à travailler dessus, puis tout d'un coup, à un moment donné, tu réalises, mais non, mais c'est pas là qu'il fallait le mettre, tu vois, il fallait le déplacer. Sur le moment, tu vas pas t'en apercevoir, mais si tu reviens dans quelques jours, là, ça va tout de suite te sauter aux yeux. Donc, c'est aussi l'évaluation requiert énormément de temps. Il faut le faire à chaud, bien sûr, mais aussi à froid. Ouais. Voilà. Et l'évaluation, c'est à la fois une histoire de distance dans le temps, mais de distance physique aussi. Moi, je conseille toujours de mettre sa peinture, si on peut l'accrocher à un endroit où on peut prendre vraiment du recul, on peut vraiment prendre plusieurs pas de recul et la voir de loin. Oui. Je conseille aussi souvent de la retourner. Parce que quelquefois, dans un sens, justement, l'œil s'est habitué et on trouve que c'est très bien comme ça. Et puis on la retourne, on se dit, ah ben non, en fait, au niveau de l'équilibre des formes, des masses, de couleurs et tout ça, ça va pas du tout, en fait. Ouais. Donc, physiquement, il faut aussi la tourner. Ce que je fais aussi maintenant et que je conseille de faire aussi aux personnes qui travaillent avec moi, c'est de mettre, alors moi je travaille beaucoup sur papier, de mettre la peinture avec un passe-partout dans un cadre. Parce que justement, ça l'isole du contexte et ça permet de la voir mieux, en fait. Et quelquefois, ça permet aussi de voir ses qualités qu'on ne voit plus parce qu'on était tellement dans son tunnel de création. Et le fait de la mettre un peu à distance, comme ça, dans le cadre et isolée par le passe-partout, tout d'un coup, ça prend une autre dimension. Et j'ai eu pas mal de personnes qui se disaient en fait je pensais que c'était nul, mais quand je la vois dans le cadre, ça me plaît bien en fait, tu vois. Oui, ça peut la mettre vraiment en valeur. Donc c'est vrai que prise de distance déjà, ça c'est vraiment important. Après, comme tu le disais, avoir quand même en tête certains principes esthétiques au niveau des couleurs, au niveau de la composition, au niveau du design, au niveau de l'harmonie, etc. Et ça, alors on peut lire des manuels là-dessus, la théorie et tout, mais moi je trouve que ça s'apprend vraiment sur le tas, quoi. C'est en faisant qu'on apprend et
parfois, ce qui est bon aussi, c'est de limiter ses possibilités, c'est-à-dire de restreindre sa palette, de faire des choix comme ça un peu en amont, parce que sinon, on se retrouve dans une peinture qui a tellement de couleurs, ça part tellement dans toutes les directions que c'est difficile aussi d'évaluer ce qui va vraiment pas. Donc, ouais, l'évaluation, voilà, il peut y avoir des petits trucs comme ça. Oui, moi, une chose que je fais maintenant, j'ai vraiment pris l'habitude de faire ça, c'est de prendre en photo mes œuvres à plusieurs stades du processus créatif. Et après avec Procreate, j'ai Pocket Procreate, j'ai même pas la version tablette, j'ai vraiment la version de base qu'on peut mettre sur le téléphone portable. Je la trouve suffisamment efficace pour faire cet exercice. Donc je la mets dans Procreate et puis là, si j'ai bloqué sur une œuvre, je vais tenter des choses. Et il n'y a pas d'enjeu parce que de toute façon, je peux oui, tu peux effacer comme tu veux, voilà. Bien sûr. Et ça m'aide. Ça m'aide à voir si je peux vraiment partir dans une autre direction. Je peux aussi retourner la peinture. Voilà, je peux faire plein de choses. Et le fait de l'avoir sur un support numérique, je trouve que ça met la distance. Tu parlais de distance tout à l'heure, donc c'est pas une distance physique, mais quelque part, ça dématérialise un peu la chose. Pas tu la regardes différemment, parce que tu regardes pas l'œuvre en vrai, tu regardes. Et puis tu peux réduire ou augmenter aussi, donc tu peux changer d'échelle. Voilà, donc ça te permet aussi de prendre ce recul là. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un outil très sympa à utiliser. Je m'en sers énormément. Ouais, pour rebondir sur Procreate, justement, dans les âmes créatives, le mois dernier, j'ai proposé à des personnes de me transmettre des peintures dont elles n'étaient pas satisfaites. Je les ai transférées sur Procreate et je leur ai montré en direct comment les améliorer, en fait. Ouais. Et c'est vrai que elles ont été... elles connaissaient pas, en fait, cet outil. Et c'est vachement bien parce que ça permet vraiment en temps réel de voir, tiens, si je fais ça, si je change cette couleur, si toute cette zone, je la recouvre avec un glacis de telle ou telle couleur, tout de suite, on voit les effets. Et donc, ça leur a permis de comprendre vraiment en situation, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment ce que tu dis, cet outil est vraiment super pour ça, parce que on a tout de suite le rendu, quoi. Et puis on peut faire plusieurs versions, on peut mettre plusieurs calques, donc du coup, c'est bien aussi. Ouais. Alors après, pour moi, il y avait un point, en me préparant pour cet épisode, mon art, elle bascule un peu entre l'abstrait et le figuratif. Et je me suis posé la question si l'évaluation se passe de la même manière. Et pour ce qui me concerne, et peut-être certaines personnes vont se retrouver dans ça aussi, je trouve que quand on fait du figuratif, il y a des choses en plus à considérer que quand on fait de l'abstrait. Donc avec le figuratif, par exemple, si on parle de paysage, si on foire la perspective, ça va pas le faire. On pourra changer les couleurs comme on veut, on pourra changer tout le reste, mais les lignes, les formes, la texture, voilà, il y a plein de choses qu'on peut ajuster, mais ça va être déplaisant au regard. Donc il faut avoir des notions de perspective. Pareil, si on veut faire un portrait, par exemple. Oui, bien sûr. Là, il faut avoir des bonnes notions de proportion. Et puis, il faut savoir capter la lumière sur les visages pour donner une forme, pour le rendre pour le modeler, en fait. Plus crédible. Donc, et ça, c'est un exercice. Enfin, il faut beaucoup s'entraîner pour réussir à peindre des visages réalistes. Et donc là, l'évaluation, voilà, on se rend compte tout de suite si ça va ou si ça va pas. Alors que dans l'abstrait, je trouve qu'il y a un peu plus de liberté. Les deux se partagent beaucoup de principes en commun, mais lorsqu'on fait du figuratif, ça devient un peu plus compliqué. Parce que les personnes qui vont voir nos œuvres, et puis même nous, en les regardant, on va quand même vouloir s'y retrouver. Il faut que ça, quand même, quelque part, ça corresponde à la réalité.
Et si c'est trop éloigné de la réalité, du coup, soit ça bascule carrément dans l'abstraction, Ouais. soit c'est juste mal fait. Tu vois. Donc, il y a aussi ça. Voilà, Oui, en fait, les deux se discutent parce que après, dans l'abstraction, t'as pas d'éléments tangibles auxquels te raccrocher non plus que tu as dans le figuratif. Donc quelquefois, ça peut être compliqué de trouver l'équilibre et de créer l'harmonie et la composition dans ta toile, en fait. Donc après, ouais, voilà, après c'est. Mais sans doute que il faut savoir mieux dessiner, en fait, quand tu fais du figuratif. Je pense que c'est une histoire de savoir dessiner, tout simplement, de savoir juger de la proportion des traits et la possibilité de le faire. Après, tu peux faire le choix aussi par exemple, je pense à des portraits, t'as des gens qui font le choix de carrément sortir des canons, en fait, habituels, et de faire de très grands yeux, voilà, ou de déformer et ça peut très bien marcher aussi. Ouais. Mais là, on est dans un style, on est dans une approche qui est tout à fait personnelle, et puis il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, quoi. Ça dépend. Mais pour en revenir à l'évaluation, écoute, oui, je pense que déjà cette perception globale, c'est vraiment important. Et puis après, c'est aussi, je veux dire, il n'y a pas une évaluation, vraiment objective en fin de compte, parce que tu peux suivre les principes esthétiques, mais tu peux très bien aussi avoir envie d'en sortir complètement et casser un peu les règles. Ça peut être un choix aussi. Donc là, c'est vraiment ton expérience qui va peu à peu t'aider à déterminer vers quoi tu as vraiment envie d'aller, quoi. Ouais. Donc, je parlais en début de l'épisode d'évaluation subjective, objective. Bon, à quoi ça sert tout ça, en fait, hein, voilà, est-ce que si on prend du plaisir simplement à créer, est-ce qu'on est obligé d'évaluer? Après tout, si on est juste content de le faire, voilà. Alors, ouais, vas-y, pardon. Non, donc, moi, je pense que c'est important. Je pense que c'est important, d'abord parce que savoir évaluer son propre travail, ça nous permet d'évoluer. Si on ne prend jamais le temps de regarder, d'analyser, de décrire ce qu'on fait, de l'analyser et d'apprécier et de savoir ajuster pour sublimer des choses et supprimer les choses qui sont moins bien, on va rester un peu toujours dans la même forme d'art, on ne va pas évoluer, ça n'ira pas plus loin. Et peut-être que pour certaines personnes, ça leur convient tout à fait et elles peuvent très bien rester là-dedans. Mais si à un moment donné, on souhaite exposer notre travail et on décide aussi d'en faire une profession, commercialisée, à ce moment-là, on va quand même être confronté au regard du public et le public va quand même s'attendre à un certain niveau de qualité par rapport aux autres artistes. Et aussi, dans le temps, les gens ils vont s'attendre à que notre travail évolue également. On peut pas, je pense que c'est un peu dommage. On peut, mais je trouve que c'est dommage de proposer toujours la même chose pendant 10 ans, peindre toujours les mêmes choses de la même manière. Donc, de savoir évaluer va nous permettre peut-être de passer carrément à autre chose, une fois qu'on a fait le tour d'un sujet, par exemple. Mais parfois, ça va nous permettre aussi de partir avec le même sujet, partir dans une direction légèrement différente et qui va apporter de la nouveauté et donc de la curiosité, et donc ça va plaire et puis même pour nous, ça va être une source de plaisir. C'est comme dans toute chose qu'on apprend à faire. Quand on commence à cuisiner, on sait faire peut-être les bases, faire cuire un plat de pâtes ou faire des œufs brouillés, mais après, petit à petit, avec la pratique, quand on arrive à réaliser des plats qu'on peut partager avec les autres, pour moi, c'est ça le plaisir de cuisiner. Toute chose qu'on apprend à faire, et ça on l'avait dit tout au début du podcast, pourquoi on peint, pourquoi on crée, on crée aussi pour partager ce qu'on fait avec les autres. Ça peut partir d'un sentiment de répondre à un besoin personnel, de créer, et je pense que la plupart des artistes démarrent avec cette démarche-là. Ouais, ils ressentent le besoin de le faire et ils le font. Mais je pense que pour aboutir pleinement à cet exercice, il faut à un moment donné le partager. Et pour le partager, donc, il faut pouvoir évaluer, parce que avant de le présenter,
on a aussi envie de se rassurer quelque part que on a bien tenu compte de tout ce qu'on pouvait faire et il faut qu'on soit 100% satisfait avec ce qu'on a fait. Si on ne l'est pas, et surtout au début, quand on débute, on va être hésitant et on va avoir peur de montrer notre travail. Donc pour moi, ça c'est une des raisons pour lesquelles c'est vraiment important de savoir évaluer son travail. Après, au-delà de ça, pour moi, il y a une autre chose, un autre élément important, c'est que si on apprend à évaluer l'art, que ce soit de la peinture, de la sculpture, de la photographie, peu importe, on va aussi regarder ce que font les autres. Et moi, j'ai compris que quand j'ai commencé à comprendre un peu mieux tous ces principes de composition, de valeur, de couleur, de forme, de ligne, de texture et tout ça, j'ai commencé à regarder les grands maîtres différemment. Aujourd'hui, quand je vais dans les musées et que je m'attarde à regarder certaines peintures parce qu'elles me touchent plus, parce qu'elles me plaisent plus, j'arrive mieux à comprendre pourquoi elles me plaisent. Avant, c'était juste une réaction instinctive. Et maintenant, je comprends pourquoi. Et pourquoi ça, c'est important ? Parce que, en fait, quand je tombe sur quelque chose qui me plaît, je peux comprendre le pourquoi, comprendre quels sont les éléments de cette œuvre qui me plaisent, et ensuite, je peux même les intégrer dans mon propre travail, tu vois. Et ça, à nouveau, ça vient nourrir cette évolution dont je parlais. Donc pour moi, voilà, ça c'est l'importance de l'évaluation. Ouais, je crois que pour savoir déjà, pour évaluer, il faut déjà savoir vers quoi on veut aller, quel est le résultat qu'on a envie d'obtenir en fait. Est-ce que on veut aller vers quelque chose qui soit beau ? Est-ce qu'on veut aller vers quelque chose qui soit l'expression de ce qu'on était au moment où on l'a fait ? Est-ce qu'on veut être dans la recherche de son propre processus créatif ? Voilà, on peut avoir des attentes qui sont différentes. Souvent, quand on commence, on est un peu obsédé par le beau, on veut que ce soit beau. Et puis, peu à peu, on va vers plus d'authenticité et on a envie que ça dise quelque chose de nous, en fait. Mais c'est vrai que c'est important aussi que la toile, elle fonctionne. On dit qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que les différents éléments, les différents principes esthétiques sont présents et sont agencés de telle manière que la toile... elle fonctionne, elle retient notre attention, elle nous parle, elle nous dit quelque chose, ça marche. Et ça, c'est très difficile de cerner ça, en fait. Hein. C'est vraiment une... Il n'y a que soi-même. Moi, je veux dire, toi, tu peux dire, pour moi, cette toile-là, elle fonctionne. Pour moi, ça ne sera pas forcément le cas. Mais si c'est toi qui l'as faite, c'est important qu'elle fonctionne pour toi, en fait. Après, la manière dont les gens le prennent, ça ne nous appartient pas. Mais c'est vrai que il faut préciser un peu ce qu'on recherche, ce qu'on attend et vers quoi on a envie d'aller en fait. Si on a envie d'aller vers l'authenticité, vers quelque chose qui soit beau, vers quelque chose qui soit fidèle, si on est dans le figuratif, si on veut que ce soit fidèle à la réalité ou pas. Donc c'est important de déterminer ça. Et puis de se laisser le temps aussi, c'est-à-dire que quand on commence, on peut pas faire un chef-d'œuvre tout de suite, hein, ça prend du temps. Mais justement, en se disant peut-être que mon attente aujourd'hui, c'est juste de terminer cette peinture. Et puis voilà, ça peut permettre aussi de baisser un peu, de faire baisser un peu la pression et d'être dans une évaluation qui va être douce, qui va être compréhensive vis-à-vis de soi-même, quoi. Mmh. Et puis comme je disais en début de l'épisode, on a aussi, je pense qu'il faut distinguer l'évaluation de l'œuvre terminée et puis le processus. Voilà, c'est ça. Si vous cherchez sur Internet qu'est-ce qu'il faut faire pour évaluer, comment évaluer son propre travail. Tu veux dire financièrement ? Non. Ce que je veux dire, c'est que on entend beaucoup parler, il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits, il y a beaucoup de trucs sur... beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de comment évaluer son travail, mais une fois qu'il est terminé. D'accord. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup d'articles, de ce que j'ai pu voir, sur comment évaluer son propre processus créatif. D'accord. Et je pense que les deux sont très importants, l'un autant que l'autre. C'est important de savoir évaluer son œuvre une fois qu'elle est terminée, mais pour aller de point A à point B, il y a plein de choses qui se passent. L'évaluation, elle se fait tout au long de la création, en fait. Oui, mais l'évaluation, souvent, elle est décrite comme étant une évaluation de l'œuvre elle-même, alors que pour moi, il y a aussi une évaluation de comment on est en train de faire cette œuvre. Parce que je pense que ça arrivé à tout le monde. Dans tous les cas, moi, ça m'est arrivé aussi, et ça continue de m'arriver régulièrement. C'est qu'on
on acquiert une manière de faire les choses, de démarrer par exemple une peinture, et puis après d'appliquer la peinture, et après on développe aussi des mauvaises habitudes. Oui, bah ça. Voilà, on développe aussi des bonnes habitudes, mais des fois des mauvaises habitudes et on s'en rend pas toujours compte. Il faut du temps pour ça, mais je pense que c'est important quand on remarque par exemple qu'on bute constamment avec les mêmes blocages par rapport aux peintures. Voilà, c'est-à-dire que le début se passe toujours très bien. Oui. Donnons un exemple. Voilà, parce qu'on part un peu dans l'abstraction, on se laisse aller. Et puis après, quand on commence à figer un peu, on commence à aller vers un but, on peut rencontrer des problèmes. Et si ça, c'est quelque chose qui se reproduit régulièrement, qu'on passe par ce stade de frustration, de blocage, on ne sait pas comment faire. Voilà. Je dis que c'est normal de passer par ces stades-là. Mais si c'est systématique, s'il y a peut-être un problème avec le processus. C'est possible. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être très bien avec notre état d'âme. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent influencer. Oui. Mais ça veut dire aussi que peut-être le processus doit être changé. Et pour moi, je me challenge constamment là-dessus. J'ai déjà expliqué que je travaille avec la peinture à l'huile et la cire froide. Et vu que la cire froide apporte une manière complètement différente de travailler avec la peinture à l'huile, on peut démarrer une peinture de 1000 façons. Je pourrais commencer par faire simplement du collage. Je pourrais commencer avec la peinture acrylique, par exemple, démarrer mes peintures avec la peinture acrylique et après les terminer avec la peinture à l'huile et le médium. Mais et j'ai remarqué que selon comment je démarre ma peinture, le processus qui s'ensuit va être différent. Et parce que la matière, ce avec quoi je vais travailler va évoluer différemment. Et le fait, par exemple, d'avoir une couche de collage en dessous va donner peut-être du relief. Il y a des choses qui vont être plus difficiles à masquer. Et donc, ça va offrir des possibilités différentes, mais ça va aussi me permettre, par exemple, m'empêcher d'avoir ces effets de transparence que j'ai quand je n'utilise pas de collage. Donc, je pense que voilà, l'évaluation du processus est tout aussi importante que d'évaluer l'œuvre finale elle-même. Ouais. Et pour ça, je crois que le mieux, c'est déjà peut-être de se planifier des moments où on va être dans ce processus d'évaluation, parce que sinon la tentation c'est d'être tout le temps en train de créer, faire, et de pas assez prendre ce recul pour évaluer ce qu'on est en train de faire, mais aussi globalement comment on avance, comment notre processus évolue, etc. Et peut-être d'avoir un cahier, d'avoir un journal, d'avoir un document. Ça peut être un document physique, ça peut être un document dans l'ordinateur. Si on veut intégrer des photos, des choses comme ça, c'est peut-être plus facile d'avoir quelque chose dans l'ordinateur. D'avoir cette espèce de carnet qui va nous permettre justement de suivre notre propre évolution. Et alors là, mea culpa, moi je ne l'ai pas fait. J'ai commencé. Mais c'est vrai que je l'ai pas poursuivi et je me dis c'est vraiment dommage. Alors des fois je me laisse arrêter par des trucs un peu bêtes de prendre en photo. Alors j'oublie de prendre en photo quand je suis en train de créer, tu vois. Je me dis ah bah oui mais après il faut l'imprimer. Mon imprimante elle est vraiment de mauvaise qualité. Donc si je colle des photos comme ça va faire. Et tu vois c'est bête, on se laisse arrêter par des petits trucs comme ça. Et c'est dommage. Et je pense que à l'avenir je vais me garder des moments dans la semaine, tu sais, peut-être me garder 1 heure pour me dire bon bah qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, comment ça s'est passé, ou au fur et à mesure prendre des notes, tu vois, simplement dire bon bah voilà j'ai passé 2 heures, ça a été dur, ça a pas été dur, j'ai fait ceci et cela, parce que sinon je m'aperçois que les choses s'accumulent et il n'y a pas ce recul qui quand même est vraiment important. Alors bon, c'est aussi parce que je fais plein de trucs à côté et que quelquefois... Tu manques de temps. Ouais, c'est ça, je manque de temps. Je manque de temps pour moi, en fin de compte. Mais je pense que c'est aussi l'idée de se le marquer. Moi, je sais que si c'est dans mon agenda, je vais le faire. Et si je le mets pas, je le fais pas, tout simplement. Donc voilà. Mais je pense que ça, et j'en parle souvent avec d'autres artistes, d'avoir ce carnet là qui permet de suivre sa propre évolution. Puis c'est intéressant aussi.
comme témoignage aussi d'où on est parti et puis vers quoi on va, où on en est aujourd'hui, quoi. Ça peut aussi être très rassurant et très réconfortant. Et on peut aussi, quand on tient ce genre de choses, revenir en arrière et se dire ah tiens, quand j'ai fait ça, j'ai cru que c'était raté, mais en fait l'idée que j'ai maintenant, elle était en germe à ce moment-là, et ça permet de suivre le fil de sa propre exploration créative, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Toi non plus, tu tiens pas de carnet comme ça? Moi, j'ai un sketchbook dans lequel je fais beaucoup de croquis, et la plupart, je ne montrerai jamais à personne, parce que c'est juste je bidouille des formes, comme je peins souvent des paysages, eh bien, on reste souvent bloqué avec une ligne d'horizon quand on fait un paysage. Et je m'efforce de casser cette ligne et de trouver des formes originales, de rester dans le paysage, donc je travaille là-dessus. Et donc là, je prends des notes. Et c'est vrai que le fait de prendre des notes, ça m'aide. Après, il y a par exemple un autre truc qui fonctionne pour moi, notamment dans les paysages à nouveau, c'est que c'est bien d'avoir un premier plan, d'avoir un plan moyen et un arrière-plan. Et ça apporte énormément de profondeur. Et donc, je me le suis noté, je me souviens, je l'avais bien noté dans un cahier, parce que justement, c'est comme ça que j'ai pu faire évaluer une peinture sur laquelle j'étais en train de travailler, en ajoutant un arrière-plan. Du coup, ça a apporté de la profondeur et beaucoup d'intérêt à la peinture. Donc, je pense que c'est tout au long du processus, quand on découvre des choses qui ont bien fonctionné, simplement les noter, dire n'oublie pas que ça a marché à ce moment-là. Ou des effets de texture, ou des choses comme ça, tout ce qu'on découvre quand on est dans cette période d'exploration, là, on peut aussi le noter, on peut aussi noter son état d'esprit, on peut aussi peut-être trouver une corrélation entre son état d'esprit et la qualité de son travail ce jour-là, parce que c'est vrai que ça peut aussi être lié. On peut aussi noter les expériences qu'on a envie de faire, on peut noter la manière dont on a changé peut-être sa manière de procéder. Enfin, voilà, ça peut être très riche de faire ça. Puis si on n'a pas envie de mettre de photos de ses œuvres ou de photocopies, on peut juste faire des petits croquis aussi. Ça peut être un endroit où on va chercher des titres, ça peut être... Enfin voilà, il y a vraiment... on peut mettre plein de choses dans ce genre de carnet, quoi. Et c'est vrai que moi j'adore regarder des sketchbooks d'artistes, des petits carnets comme ça, mais j'ai pas pris le temps de le faire jusqu'à maintenant. J'ai juste démarrer et laisser tomber. Oui, moi j'aimerais bien, cette idée que tu dis d'imprimer une photo de la peinture à des stades différents et puis les coller dans le sketchbook, je pense que ça j'aimerais bien faire, mais c'est vrai que moi aussi j'ai une imprimante qui est pas top, puis on sait tous que ça coûte cher en fait, les cartouches d'encre colorées, ça coûte cher, donc je prends pas le temps de le faire, mais je garde toutes les versions numériques des photos que je prends. Bon, des fois, j'en efface quelques-unes, mais pour toutes les peintures, je garde les photos principales où il y a eu vraiment des changements marquants d'évolution dans la peinture. Et de temps en temps, je retourne les regarder pour voir où est-ce que j'ai commencé et comment ça s'est terminé. Et puis essayer de comprendre pourquoi ça a commencé d'une certaine manière, avec un objectif précis, puis après tout d'un coup ça a soit dérapé, soit abouti. Tu vois ça, et j'aime bien faire cet exercice-là. Et là aussi, en faisant cet exercice, c'est là où la notion du temps revient, tu vois. Il y a des œuvres que j'ai faites qui étaient bien, mais que j'ai fini par recouvrir, parce que sur le moment, elle ne me convenait pas. J'en ai gardé une photo. Et aujourd'hui, quand je regarde ces peintures, je me dis, zut alors, j'aurais pas dû les recouvrir. Bah oui, moi aussi, ça m'est arrivé. J'aurais pu juste ajuster 2-3 trucs et elles auraient été très bien. Ouais, c'est ça. Mais, alors, est-ce que c'est parce que c'était ce moment-là et à ce moment-là, elle ne me plaisait pas? On dit qu'aujourd'hui, tu vois, est-ce que c'est mes goûts? Est-ce que c'est ma prédisposition? Est-ce que c'est ma relation avec cette peinture qui a évolué, ou est-ce que c'est vraiment que l'œuvre était déjà bonne au départ et j'aurais pas dû y toucher? Est-ce que j'ai bien fait de recouvrir et de partir sur autre chose?
on se pose des questions, des fois on a des regrets, mais voilà, c'est... Mais je pense à quelque chose que tu as dit tout à l'heure quand tu disais j'observais l'étoile des grands maîtres et ça me plaisait, mais je savais pas forcément pourquoi. Je pense que on a l'intuition, on a cette intuition de savoir par rapport à nos propres créations s'il y a quelque chose qui va ou si ça va pas. Mais au début, on se fait pas confiance et on n'a pas l'œil assez exercé. Mais je pense que ce savoir-là, on l'a en nous. C'est instinctif, quoi, en fait. Parce que, voilà, notre regard s'est formé d'une certaine façon, on est sensible à certaines choses. Et donc, le évaluer son travail, ça va être de s'autoriser à se faire confiance pour devenir de plus en plus conscient de pourquoi on aime certains aspects et pas d'autres, et ce qu'on a envie de changer. Et bien donc nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et donc je voulais simplement revenir sur l'annonce que j'ai faite en début d'épisode. Donc Gwenaëlle et moi avons décidé d'arrêter le podcast. Ça fait bientôt presque 2 ans qu'on ça tourne. fait presque 2 ans, ouais. Voilà, ça a été quelque chose qu'on voulait absolument faire. On a pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça a été une belle aventure. Une belle aventure. C'était sympa d'avoir ce rendez-vous toutes les 2 semaines pour parler d'art et de plein de choses. Et puis on est très contente des retours positifs qu'on a eus et une audience croissante à travers toute cette période. Mais voilà, aujourd'hui, on arrête parce qu'on n'a pas envie de se lasser. Voilà, on part un peu en haut de la crête de la vague. Et puis aussi parce qu'on a chacune des projets qu'on a envie on a envie de continuer sur d'autres projets. On a envie de faire d'autres choses. Donc on espère qu'on aura la possibilité de croiser certains de vous ou de vous rencontrer. Continuer l'aventure autrement, tout simplement. Voilà, de rester en contact avec vous autrement. Et puis voilà, donc est-ce que tu veux partager un peu là ce que tu es en train de faire en ce moment ? Qu'est-ce que tu as comme projet pour les prochains mois ? Oui, moi de toute façon j'ai pas vraiment de nouveaux projets, mais bon, c'est vrai que je développe toute mon offre en ligne, donc à travers les âmes créatives, mais peut-être aussi d'autres cours à venir, d'autres choses qui vont voir le jour peut-être dans les mois qui viennent. Il y a toujours cette préoccupation aussi de se rendre visible, de se rendre trouvable par les gens qui sont intéressés par la peinture et qui ont envie de créer. Alors le podcast, c'était un moyen pour faire ça, mais j'ai aussi ma chaîne YouTube, il y a aussi d'autres choses, et c'est vrai que là, moi j'ai envie d'aller explorer un peu plus l'écrit. Pendant longtemps, j'ai eu des blogs qui étaient plus tournés vers la littérature, mais j'ai envie de revenir un peu à ce moyen de communication qui est l'écrit, parce que j'ai envie déjà de prendre un peu plus mon temps, d'être peut-être plus dans une réflexion de fond aussi. Et puis j'ai toujours aimé écrire, donc ça correspond aussi à ce que j'aime faire, et c'est vrai que moi je vois souvent, je regarde des séries par exemple, et on voit que les séries de saison en saison, bon, ça avance, mais il y a un moment où la saison elle perd son intérêt en fait. La nouvelle saison, on a l'impression que les gens creusent le filon, et ça perd un peu de sa substance. Et je pense que quand on crée un podcast comme ça, c'est bien de s'arrêter quand on en a envie, en fin de compte, même si, bien sûr, c'est décevant pour les gens qui nous suivent, qui sont fidèles et qui nous écoutent. Je pense que c'est important de s'arrêter avant de se lasser, avant de commencer à redire tout le temps les mêmes choses, parce que on va finir par tourner sur le même genre de sujet, et puis même si on peut creuser davantage, on va pas forcément apporter de la nouveauté, et donc moi je me suis toujours dit par rapport aux séries, mais par rapport aussi aux podcasts et tout ça, c'est important de savoir s'arrêter au moment adéquat, c'est-à-dire au moment où on n'est pas encore lassé, au moment où on a encore de l'énergie, et on va pouvoir
transférer cette énergie dans d'autres projets, dans d'autres choses. Voilà, et oui, non, moi j'ai fait le point ce matin, justement, je me suis fait un diagramme, un truc un peu qui partait dans tous les sens, mais de tout ce qu'il y a à faire. Et ça représente quand même pas mal de travail, parce qu'en fait, je veux avoir ma création personnelle, mais je veux avoir aussi toutes ces cours et toutes ces offres que je peux faire, plus peut-être des choses dans la vraie vie après, des stages, des choses comme ça. Donc ça représente quand même beaucoup de boulot. Et c'est vrai que mon énergie, elle n'est pas illimitée. Je vieillis comme tout le monde. Et je sens, puis le fait de pas d'avoir tous ces problèmes de sommeil là qui se règlent, je crois pendant une semaine que ça va mieux, et puis en fait ça va pas mieux. Ça contribue aussi à la fatigue générale. Donc ma préoccupation, c'est aussi de me préserver et de faire attention et de prendre du temps pour moi et de prendre du temps pour faire ce fameux carnet de suivi de mon propre travail. Ouais. Voilà. Mais je vais essayer je vais postuler au salon de Pinmar là pour le mois de juin. Et puis voilà, ce sera l'occasion d'exposer cette année peut-être si on veut bien de moi. Et puis donc voilà les projets à venir. Il n'y a pas pour le moment pas de nouveautés, mais c'est surtout asseoir ce que j'ai mis en place, et puis que ça puisse me servir d'appui pour aller de l'avant après. Et toi alors, t'en es où ? Ben, moi, là, je suis en pleine préparation pour mes 2 expos qui arrivent fin février. Donc, la première, en fait, elle démarre ce dimanche à Lorient. L'autre, ça sera pour fin février. Et puis, bon, j'ai une autre nouvelle qui est tombée. Donc, je vais pouvoir exposer aussi à Sainte-Marine au mois de septembre. Donc, il y aura du boulot pour ça aussi, parce qu'il va falloir que je produise entre maintenant et septembre. Donc ça, c'est ma priorité. Et puis l'année dernière, je m'étais promise que je réserverais une longue période de temps pour me dédier pleinement à mon travail. J'ai vraiment envie de creuser toutes les possibilités, de pousser un peu mes limites, de voir jusqu'où je peux aller avec cette technique qui est la peinture à l'huile avec la cire froide, parce que ça me plaît énormément. Mais je sens que j'ai pas eu le temps qu'il fallait. Je n'ai peut-être pas pris le temps non plus pour plonger vraiment comme j'aimerais dans cette technique. Et donc j'ai envie de créer une belle collection d'œuvres comme ça. Et pour ça demande du temps, parce que moi je suis quelqu'un qui produit très lentement. J'ai besoin de beaucoup de temps de réflexion. J'ai envie que chaque tableau raconte une histoire, qu'elle me corresponde, et j'ai envie d'avoir ce sentiment de l'aimer, voilà. Et donc ça requiert énormément de temps. Je me satisfais pas juste de quelque chose qui est joli ou qui peut plaire. Il faut vraiment qu'elle me plaise à moi d'abord. Et ayant eu la pression un peu des expos, j'ai eu l'impression que des fois je bâclais un peu, quoi. Voilà, il fallait que les œuvres soient prêtes, et ça me plaît pas, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Donc ça, c'est ma priorité. Après j'ai aussi dans ma vie privée, j'ai envie de faire j'ai des projets, j'ai des choses que j'ai envie de faire. Donc ça va demander du temps. Et puis voilà, le podcast, c'était très bien, mais c'est vrai que c'était un investissement de notre part, en temps, en effort. En argent aussi. En argent également. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé le faire, mais comme tu le disais, je pense qu'effectivement, à un moment donné, on risquait peut-être de tourner en rond un peu sur des sujets. Et puis oui, j'envisage peut-être d'autres projets avec d'autres personnes, et je pense qu'il faut savoir fixer ses priorités, en fait, voilà. Oui, exactement. Et préserver toujours un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc voilà où j'en suis, et puis en plus j'ai envie de me cultiver. Voilà, j'ai commencé avec l'espagnol, mais maintenant aussi je me suis inscrite à un cours qui est donné par une amie dans une librairie en Italie. Elle va faire un exposé sur des peintres entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Et j'ai envie de réapprendre un peu tout ce que j'avais appris il y a très longtemps quand je faisais l'histoire de l'art, mais que j'ai un peu tout oublié. J'ai envie de me replonger dedans, et puis justement aller voir si je peux m'inspirer aussi. Je peux trouver des sources d'inspiration
ou trouver des clés qui peuvent m'aider dans mon propre travail. Donc voilà, c'est ce que je vais faire les prochains mois avec grand plaisir. Ouais, je pense que c'est une bonne idée d'avoir une alternance de moments où on expose et puis de moments où on reste un peu dans sa grotte, dans sa bulle, là, pour travailler, être vraiment dans l'approfondissement, sans se mettre de pression, sans avoir de rendez-vous figé, quoi, en fin de compte. Et ça, je pense qu'on a du mal à se l'accorder aujourd'hui, hein. C'est pas évident mais je pense que ça peut être un très bon moyen. Alors, si les gens ont envie de rester en contact avec toi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors, ils peuvent aller sur mon site internet, ils peuvent me contacter via mail, je crois que nos adresses mail sont dans le descriptif de l'épisode. Et puis voilà, ce sera avec grand plaisir que je prendrai de vos nouvelles. vous donnerez de mes nouvelles. Ouais. Bah, moi, voilà, on peut aller sur ma chaîne YouTube, s'abonner à ma chaîne YouTube, s'abonner à ma newsletter. Le plus adapté pour rester en contact, c'est de s'abonner à ma newsletter qui paraît 2 fois par mois. Normalement, j'essaye d'être à peu près régulière. Voilà, pour savoir si j'ouvre les âmes créatives, si je propose un nouveau cours. Voilà, puis c'est une newsletter où voilà, je développe certaines idées, où des petites anecdotes, où parfois il y a des bonus, des astuces. Enfin voilà, j'essaye d'en faire quelque chose d'agréable. Ouais. Et puis, moi, j'ai pas mentionné les réseaux sociaux. Parce que peut-être vous avez remarqué que je n'y vais presque plus. Donc je boycotte pas, mais honnêtement, je trouve plus mon intérêt. Et honnêtement, j'ai pas le temps pour ça. Voilà, c'est ça. Moi, c'est vrai que j'ai un compte Instagram, mais je l'alimente déjà d'une manière très désorganisée. Hein. Moi, j'ai pas le beau truc avec toutes les couleurs harmonisées comme certaines font. Enfin. Alors déjà, moi, je trouve que c'est une perte de temps. Et puis c'est vraiment un outil que je trouve malhonnête par rapport aux gens, par rapport à ce qu'ils proposent, la manière dont c'est fait. Je trouve que c'est malhonnête. Alors, il y a Substack, qui est un médium intéressant, mais qui est beaucoup, beaucoup en anglais, en fait. Il y a très peu de français dessus. Où là, c'est... Mastodon aussi. Ouais, voilà. Alors, Substack, il n'y a pas un algorithme qui trie les articles pour toi. Tu t'abonnes et tu es sûr de voir en temps réel tous les articles qui sont publiés par les personnes qui t'intéressent. Tu as aussi un espace où tu peux découvrir des gens. Mais c'est vraiment très, très anglo-saxon, beaucoup, beaucoup d'anglais. Et puis, c'est quelque chose qui est fait à la base pour plutôt ceux qui écrivent. Voilà. Mais je pense que dans les années qui viennent, il va falloir que des gens trouvent un moyen de créer un réseau qui soit vraiment social et qui transforme pas tout ce qu'on fait en marchandises et nous en produits, quoi. Hein. C'est vrai qu'il va falloir, je sais pas, là, il faut que quelqu'un fasse quelque chose, là. Oui, et puis bon, pour moi, c'est aussi, j'ai délaissé les réseaux sociaux parce que je trouve quand même que c'est pas à travers les réseaux sociaux qu'on développe des amitiés, qu'on développe des relations enrichissantes. J'ai envie de rencontrer les gens pour de vrai. Et ça prend du temps. Oui. Mais j'ai envie de aussi donner du temps à ça, plutôt que de passer 1 heure par jour à poster des trucs pour des gens que je connais pas, quoi. Oui, et puis qui vont disparaître dans les 2 heures, quoi, tu vois, qui vont tomber dans les limbes d'Internet très vite, en fait. Non, et puis bon, voilà, si c'est pour partager, j'en sais rien, moi, enfin, je veux dire que t'es en train de manger un gâteau en buvant un thé, bon... C'est pas passionnant, quoi, tu vois. Enfin, je préfère le faire effectivement avec des gens que j'apprécie plutôt que de le montrer. Enfin, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Et ces réseaux-là conduisent à publier pour publier, en fin de compte, pour occuper l'espace, alors qu'on n'a rien à dire. Donc voilà, on n'a pas tout le temps quelque chose à dire. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On va laisser les épisodes en ligne pendant une certaine période. Ouais, quelques mois. Quelques mois, comme ça, si vous voulez ou si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger les épisodes. Mais ils vont disparaître dès qu'on arrêtera l'abonnement, ils disparaîtront. Donc voilà. Ouais. Mais en tout cas, on vous remercie tous et toutes de nous avoir suivis, de nous avoir envoyé des petits mots, de votre écoute régulière et enthousiaste. Et puis, de toute façon, l'aventure continue, hein, on ne disparaît pas. Voilà. Et au revoir. On vous dit au revoir. On vous dit au revoir cette fois, on ne dit pas à la prochaine. Et merci Gwenaëlle. Merci Sabina. Au revoir. Au revoir.